Bonjour et bienvenue sur le podcast de Périple Humanitaire. Je suis Bertrand Roussard et mon parcours de vie m'a amené à me questionner sur la solidarité internationale, son histoire, ses différentes formes d'action, ses réussites et ses échecs. À travers une série d'interviews, je vous propose de découvrir le monde de l'aide humanitaire grâce à des acteurs de terrain. Geoffrey Mézaros, bonjour. Bonjour. Alors, tu es interrogé aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Périple Humanitaire. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter succinctement ? Alors, Geoffrey, 38 ans. Professionnellement parlant, j'ai à la base un DUT logistique et transport. Et j'ai travaillé plus de 12 ans dans le monde du chauffage en tant que responsable logistique, responsable approvisionnement, prévision des ventes, gestionnaire de stock. Et j'ai pris le chemin de l'humanitaire en fait en 2014 en postulant chez MSF et j'ai fait 6 missions jusqu'à aujourd'hui, jusqu'en 2018 en gros, voilà, 6 missions avec Médecins Sans Frontières et ensuite j'ai repris une année d'études en responsabilité sociale et environnementale des entreprises et je suis à la fin et là je suis en recherche d'emploi dans ce qui est environnement, développement durable. Voilà, donc je ne quitte pas l'humanitaire, je laisse un pied dedans. Mais j'aimerais vraiment bifurquer sur une nouvelle voie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours dans l'humanitaire, les différentes missions que tu as fait, les différents pays dans lesquels tu as été ? Alors tout d'abord, en fait, le parcours a commencé avec une association. En fait, je voyageais pas mal dans les années 2000 et je me posais toujours la question, c'est bien, je vois des choses, je découvre des nouveaux paysages, je rencontre des nouvelles cultures, mais j'apporte rien en fait où je vais. Et je me suis dit un jour, ce serait pas mal de venir à un endroit et puis d'essayer de contribuer un petit peu au bien-être des personnes qui sont sur place. Et du coup, j'ai cherché sur internet, je me suis dit, allez, j'aimerais bien repartir, c'était en 2011, j'aimerais bien repartir sur un pays lointain, plus ou moins lointain. Et donc j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé une association qui m'a permis de partir 6 fois, 6 ou 7 fois, que ce soit au Bénin, Madagascar, Cambodge. Et en fait, c'était faire du partenariat avec un orphelinat et faire des consultations médicales dans les villages. Et même si j'ai pas de profil médical, j'ai pu apporter mon aide en fait en aidant les médecins, en distribuant les médicaments, en faisant du recensement de population, enfin voilà. Il y avait pas mal de choses à faire et c'est vrai que ça m'a ouvert cette envie de continuer professionnellement en fait dans le domaine. Et là par contre essayer de raccrocher avec mes compétences à moi en fait qui étaient des compétences logistiques. Et donc j'ai démissionné de mon travail en 2013 et je me suis lancé, j'ai postulé à quelques ONG et Médecins Sans Frontières m'a répondu. J'ai fait mes entretiens, donc j'ai fait une réunion d'information à l'antenne de Strasbourg, parce que je suis du Haut-Rhin en fait, à la base. Et j'ai postulé, ils m'ont répondu, on a fait un petit entretien par téléphone. Et après j'ai fait un entretien à Paris, c'était en été 2014, un long entretien de 4 heures. Et pour au final me dire, c'est bon, vous partirez avec nous. Et après, formation. Et puis le premier départ, c'était en début octobre 2014 en Éthiopie sur une mission de vaccination. Donc j'ai pu faire 6 missions avec Médecins Sans Frontières. Donc mission de 3 mois, 6 mois. Et puis de temps en temps, quelques breaks de 2 ou 3 mois. Le tout est allé de 2014 à 2018. Voilà, donc tu as commencé avec l'Éthiopie. Voilà, donc Éthiopie, mission de vaccination dans des camps de réfugiés dans l'ouest de l'Éthiopie. Donc début octobre 2014 à fin décembre 2014. Donc le but en fait c'était de vacciner les enfants de 6 semaines à 5 ans sur 2 antigènes dans des camps de réfugiés. Donc les Sud-Soudanais, la communauté Nuer en fait qui était en guerre avec les Dinka, enfin voilà c'est encore le cas. Un camp de réfugiés. Donc ils se réfugiaient dans l'ouest de l'Éthiopie. Dans différents camps. Ils étaient donc acceptés par les autorités éthiopiennes et forcément quand on est dans des camps de réfugiés dans des conditions assez insalubres, ça peut être le facteur de propagation d'épidémies et de tout plein de choses. Donc l'idéal en fait et le geste premier c'est d'aller vacciner en fait et de prévenir plutôt que de se retrouver avec une épidémie qui augmente et là ça prend des proportions énormes. Donc on est allé, ils nous ont demandé d'aller, MSF nous a demandé d'aller. Et donc on a vacciné
entre 25 000 et 30 000 personnes sur ces camps, ce qui n'était pas beaucoup, ce qui n'était pas ce qui était prévu. Mais en fait, comme c'est des populations qui bougent beaucoup d'un point à un autre, ben, en final, voilà, on s'est retrouvé avec ça. On a quand même couvert le maximum et évité propagation d'épidémie. Après, j'ai pu partir, donc j'ai fait 2 mois de pause, parce qu'on a toujours besoin d'une certaine pause entre les missions pour reprendre un petit peu du souffle, parce que ça engage beaucoup de choses, que ce soit des fois physiquement ou mentalement, ou voilà. Donc après, je suis parti au Mali en février, enfin non, pardon, avril 2015, pendant 6 mois, dans un hôpital pédiatrique et nutritionnel à Koutiala, donc dans le sud-est du Mali, près de la frontière du Burkina. Et donc j'étais adjoint logisticien projet, donc voilà, travailler dans un hôpital, découvrir en même temps une activité d'un programme régulier en tant que logisticien, et puis aider à la préparation du pic paludisme qui arrivait, alors moi je suis resté jusqu'en septembre, donc ça arrivait ouais, au niveau de l'été en fait. Quand la saison des pluies commençait de nouveau, ben là il y a la propagation des épidémies. Et donc on a préparé le pic malnutrition et pic paludisme. Donc je suis rentré ensuite en septembre, j'ai eu le droit à une petite formation MSF pour me perfectionner. Et t'as patiné sur quoi? Alors, ben là en l'occurrence c'était sur de la nutrition vaccination, ce que j'avais déjà fait, mais ça permettait d'asseoir les connaissances et de pouvoir repartir sur d'autres missions ensuite, et on verra après avec la troisième, ben voilà, dans ce domaine-là, pour justement être un peu, pas un expert, mais quelqu'un un peu plus de référence sur qui on peut compter sur les prochaines missions, et pas seulement une première mission comme en Éthiopie qui découvre et qui a besoin d'être accompagné au départ, quoi. Et donc j'ai fait cette formation en octobre 2015 et j'ai pu repartir sur une mission d'urgence vaccination choléra en janvier 2016 jusqu'à mars 2016, donc 2 mois intenses, Dans quel pays? au Malawi. Donc autour du lac Chilois, en fait, il y avait une épidémie qui venait du Mozambique, qui s'étendait au niveau du lac. Voilà, donc en gros, c'est des pêcheurs, une communauté de pêcheurs qui fait tout dans le lac, qui boit l'eau, qui s'en sert aussi pour tout ce qui est pour les besoins naturels et tout, donc c'est pas très salubre. Et derrière, ben forcément, c'est la porte ouverte à la propagation d'une épidémie comme le choléra. Et l'important, ben, c'était d'arrêter tout ça en fait. Et donc c'était déployer tout un arsenal de vaccination, des sites, que ce soit autour du lac, sur les îles du lac, et aussi on allait vacciner les pêcheurs sur les villages flottants. Et en gros, bah, on a ciblé 80 000 personnes sur un tour. Donc 80 000 personnes une semaine. On a revacciné sur un deuxième tour nouveau 80 000 personnes 3 semaines après. Et donc voilà, on a touché ouais, plus de 80 000 personnes, 80-90 000, ça dépendait. On ne pouvait pas toujours avoir les mêmes sur le premier tour et le deuxième tour, puisque les pêcheurs partaient, revenaient et tout ça. Donc on a dû mettre en place différentes stratégies, mais en gros on a fait ça sur les villages flottants, sur 40 sites autour des 3 districts autour du lac, donc ce qui était assez important. Et l'épidémie a pu être arrêtée, en fait, ça s'est pas trop propagé. Après, on peut pas espérer faire du 100%, mais on arrive quand même à arrêter, à limiter les dégâts, quoi. Voilà. Et après je suis revenu et j'ai demandé à partir moins loin si c'était possible. Donc on m'a envoyé dans les camps du nord de la France, Grande-Synthe et Calais, où j'ai passé 6 mois. J'ai passé d'abord 3 mois au niveau de Grande-Synthe, donc qui est à côté de Dunkerque, un camp de réfugiés qui avait été ouvert, enfin qui existait depuis des années. De toute façon dans le nord ça existe depuis une dizaine d'années. On en parle peu, enfin maintenant c'est venu à la mode avec tout ce flux migratoire, mais ça faisait des années que ça durait. Et donc Grande-Synthe, jusqu'à ce qu'on ait fermé les activités parce qu'on avait déplacé les réfugiés dans un camp qui était à peu près salubre. Et donc plus de cas de Galles, plus ces choses-là. Et donc Médecins sans frontières, qui a une vocation médicale, n'avait plus grand-chose à y faire en matière d'urgence. Donc on a fermé les activités. Même si auparavant on avait fait tout un travail de mise aux normes d'un nouveau camp, on les a déplacés sur un camp justement beaucoup plus propre. C'était au moment où c'était pas mal médiatisé sur le fameux démantèlement de la jungle. Ouais. Alors en fait, ça c'était juste avant. Donc en gros, il faut savoir qu'il y a 2 gros camps dans le nord de la France. Il y a la jungle de Calais, que tout le monde a connu, et il y a le camp de Grande-Synthe en fait, et qui est à côté de Dunkerque, et donc qui était sur le camp du Baroque.
ça faisait des années qu'ils venaient, suivant des réseaux de passeurs et des choses comme ça. Et selon des conditions qui étaient vraiment déplorables. Alors au début, quand tu as 100 ou 200 personnes, ça va, mais quand ça monte à 500 ou 800 personnes, là, ça devient la catastrophe. Et donc le maire de Grande-Synthe, qui a quand même une fibre qui est un écolo et qui a toujours essayé d'aider les réfugiés là-dedans, a dit à un moment, ça peut plus durer, donc MSF, s'il vous plaît, ou une ONG, aidez-nous, nous on vous met un site à disposition, mais on a besoin de fonds, on a besoin de construire un nouveau camp de réfugiés, parce que de toute façon, la situation, elle ne s'arrangera pas autrement. Et donc, il y a un terrain qui a été mis à disposition, ça s'appelle au niveau de la Linière, donc entre l'usine Alstom, la voie ferrée et l'autoroute. Et là-dessus, Médecins Sans Frontières a mis pas mal d'argent, a refait tout le terrassement, a mis en place des cabanons. On a mis en place une clinique, réhabilitation d'une ferme, clinique, et puis après avec d'autres associations, il y a des cuisines communautaires qui sont mises en place et tout ça. Et ça a permis de bouger les près de 1000 réfugiés du camp du Baroque qui devenait une catastrophe. Voilà, en Éthiopie, moi j'avais pas vu des camps comme ça, hein. En Éthiopie, c'est un pays pauvre, qui commence à se développer. Mais bon, il y a des moments où on trouvait que la situation pouvait être vivable, alors qu'au Baroque, c'était invivable. Et on est en France. Et donc ils l'ont déplacé au camp de la Linière. Et là, au bout de quelques mois, ça s'est passé beaucoup mieux. Après, donc on est parti. Moi, j'ai bifurqué sur Calais, sur le programme de la jungle, la mission de la jungle. Et je me suis retrouvé à aider sur le camp, sur la jungle de Calais. Et en tant que logisticien mini-sites, donc activités externes sur les sites le long de l'autoroute, en fait, parce qu'il y a des mini-sites tout au long de l'autoroute, puisque les réfugiés tentent de monter dans des camions sur les aires d'autoroute, donc forcément il y a des réseaux qui se créent, où il y a des camps qui se forment tout au long de l'autoroute, suivant les nationalités. On a des camps d'Éthiopiens, Soudanais, Érythréens, on a d'autres camps avec des Afghans, voilà, ils ne se mélangent pas beaucoup, et puis des fois le mélange peut provoquer certaines choses, qui était le cas sur le camp justement de Grande-Synthe en fin d'année 2016, où là, il y a eu le camp a été détruit en fait par un incendie par rapport à un affrontement entre Afghans et Kurdes. Et voilà, c'est ce qui a provoqué l'incendie, on ne sait pas trop comment, mais bon, il a été complètement détruit, quoi, un an plus tard. Et donc moi, à ce moment-là, j'étais à Calais. En parallèle, il y a eu le démantèlement de la jungle à Calais, le démantèlement complet, où on a envoyé les réfugiés qui restaient, parce que beaucoup sont partis en apprenant ça. Donc de 10 000, c'est passé à 3 000, à 5 000, qui sont partis sur les centres d'accueil et d'orientation en France, voilà, pour faire leur demande d'asile, ou pas. Ça, c'est souvent leur cas. Et donc j'ai pu faire ça. Et après, j'ai fini en décembre. Et j'ai pu être recruté ensuite au centre de formation à Bordeaux pour 6 mois suivants pour retravailler sur Médecins Sans Frontières. Médecins Sans Frontières toujours, pour travailler en fait sur la formation des premiers départs, des premières missions en fait. Avant de partir en mission, et je l'avais fait moi-même en 2014, avant ma première mission en Éthiopie, on part en formation une semaine à Bordeaux, donc au centre logistique et centre de formation pour les logisticiens, pour être formé sur divers sujets, pour être prêt, en fait, pseudo-prêt à partir en mission humanitaire. Donc on fait des appros, gestion de stock, on apprend un peu les bases d'électricité, construction, traitement de l'eau, hygiène, toutes ces choses-là. Et ça on fait pendant une semaine pour comprendre un petit peu le fonctionnement du rôle du logisticien sur les missions et être prêt à partir. Et donc moi, mon rôle, ça avait été de retravailler tout le contenu de la formation, en fait, et une approche un petit peu plus différente, petit peu plus transversale des sujets, pour éviter de les traiter par silo, en fait, électricité, ensuite eau, hygiène, assainissement, ensuite construction, qui n'ont aucun lien entre eux a priori. Et c'est de trouver, en fait, on les a plutôt abordés suivant les thèmes de mission, gestion hospitalière, gestion de la base de vie, gestion d'un camp de réfugiés. Et là-dessus, on raccrochait les thématiques techniques, en fait, pour qu'en fait, les personnes qui partent en première mission puissent comprendre un petit peu le contexte dans lequel ils vont évoluer plus tard. Voilà, et donc ça, j'ai bossé là-dessus de janvier 2017 à juillet 2017. Et enfin, j'ai pu faire ma dernière mission à partir d'octobre 2017 jusqu'à mars 2018. Donc il y a toujours des petites pauses de 2-3 mois, c'est nécessaire, hein.
pour se remettre dans le bain, pour récupérer, pour éviter d'enchaîner, d'être fatigué. Et donc là, j'ai pu partir Enfin, après, c'est une décision personnelle, mais j'ai pu partir au Yémen sur un hôpital chirurgical à Aden, donc au sud Yémen. Voilà, où le Yémen est en guerre. Alors le sud était un petit peu moins, elle était sous la coalition saoudienne, donc c'était relativement stable, sans être stable parce que le sud est toujours tiraillé entre des forces séparatistes et puis la coalition, et puis derrière le pouvoir qui s'est mis en place, les Houthis, qui essaient toujours de pousser au niveau de la ligne de front, mais qui est un peu plus haut. Enfin voilà, le sud est quand même relativement instable, même si sous coalition. Et donc là, responsable d'un hôpital, responsable logistique, donc avec 3 superviseurs, un qui gérait toute la maintenance dans l'hôpital, un qui gérait toute la sécurité à l'intérieur de l'hôpital, et un autre qui gérait tous les approvisionnements, importations internationales et les achats en local. Voilà. Et donc moi je gérais tout ce qui était orchestre, j'étais un peu le chef d'orchestre de tout ça là-dedans, avec 60 personnes à gérer, pas en direct forcément, mais voilà, et on avait un hôpital d'une centaine de lits en fait. Voilà. Donc des personnes qui venaient blessées par balle ou fractures suite à des accidents de voiture ou choses comme ça. Ton hôpital sur lequel tu travaillais avait une spécialité? C'était la C'était chirurgie. ça. C'était cette chirurgie, donc justement, ces personnes qui... Donc, en fait, comme dans tout hôpital, on a des critères d'admission. Et l'AMSF s'était clairement positionné à Aden en tant qu'hôpital chirurgical. Donc pour dire, nous on accepte les personnes qui vont venir avec des plaies par balle à tel et tel endroit, une plaie de telle ou telle taille. Si elle est plus petite que cela, il va être référé sur un autre hôpital parce que ce n'est pas notre spécialité. Et puis derrière, on faisait des fixations externes, donc avec des broches et des fixations internes, pour réparer des fractures au niveau des membres inférieurs ou même membres supérieurs. Enfin voilà. Et c'était vraiment. Après, on est dans une ONG médicale, donc c'est vraiment des critères très spécifiques médicaux calqués sur les hôpitaux qu'on peut trouver en France. C'est vraiment les mêmes protocoles et choses comme ça. Enfin, après, moi, je m'y connais pas plus, mais voilà, ça se rapproche de ça. Et nous, en logistique, on est là vraiment pour faciliter la vie des personnels médicaux. Et donc, je suis rentré en mars 2018 et j'ai décidé de faire une pause plus ou moins longue, on verra, en me réorientant plus vers le développement durable pour essayer de retrouver un travail dans l'Est de la France à ce niveau-là. Voilà. Bon, ça fait déjà un bon parcours. Merci pour toutes les précisions. Ouais. Y a un point intéressant, c'est que tu as eu l'occasion de travailler à la fois à l'étranger, déjà dans différents contextes à l'étranger, et également en France. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre agir à l'étranger et agir en France? Quand je suis parti en fait en Éthiopie, c'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu dans une mission comme je l'imaginais. Alors après, il faut toujours éviter de se faire des projections quand on part, hein, voilà. Mais je me suis retrouvé un peu dans voilà, la campagne ouest éthiopienne, des belles montagnes, la belle nature, la mission un peu route où tu donnes de toi physiquement, tu rencontres des nouvelles populations, des ethnies que tu connais pas du tout, des façons de vivre totalement différentes et c'est super enrichissant, c'est super intéressant. Et en même temps, tu sais que tu vas arriver dans un pays où il y a un problème de... où il y a ils ont des soucis, que ce soit, bon, pas forcément politiques, mais enfin après, en Éthiopie, c'est compliqué avec les plus de 40 ethnies qu'ils ont, donc politiquement, oui, c'est compliqué. Et puis, dans un camp de réfugiés, donc voilà, des personnes dans des conditions sanitaires difficiles et tout. Donc, tu t'y prépares, tu te dis, ouais, voilà, après, il y a moins de sous, on n'est pas en Europe, on n'est pas en Amérique. Donc forcément, nous, on est là pour venir aider, pour apporter du soutien. Donc tu sais à quoi t'attendre. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans les camps du nord de la France, par exemple, je me suis retrouvé justement, la jungle de Calais et le camp du Baroque. Bon, le camp de la Linière, ça allait encore. Mais tu te retrouves dans une situation où tu te dis, mais là, on est en France. Alors, il y a déjà un problème politique d'accueil. Bon, ça, c'est... On est pour, on est contre. Ça, c'est chacun qui juge comme il veut. Mais c'était même les conditions dans lesquelles ces personnes pouvaient vivre, c'est de se dire, oui, mais là, on est dans un pays qui est développé, donc on pourrait mettre en place des choses. Alors après, il y a forcément derrière beaucoup d'histoires politiques et tout ça. Mais c'est là où il y a eu un certain sentiment de mal-être. Donc on fait le boulot, on est bien à le faire, on est content et on essaie de faire du mieux qu'on peut, professionnellement parlant toujours, hein.
Mais c'est vrai que quand on prend du recul par rapport à ça et quand on fait un peu son introspection personnelle et même pendant la mission, il y a un certain, il y a un certain mal-être. On se dit mais qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi ici? Et j'ai pas connu ça dans un pays où je pensais justement avoir plus ce ressenti-là. Enfin voilà, c'est assez dérangeant en fin de compte. Tu as des exemples très concrets de différences sur la politique d'accueil. On va vraiment se placer de ton point de vue, toi, en tant que logisticien sur place. Qu'est-ce que tu as remarqué qui différenciait justement la façon d'accueillir en France ou la façon d'accueillir, pour le coup, là, c'était en Éthiopie, ton autre expérience? Alors bon, les deux camps étaient pas les mêmes, hein. Je veux dire, à Grande-Sainte, on était quand même sur une volonté politique d'un maire qui dit on laisse pas les gens dans la rue, on les laisse pas dans un camp insalubre et on essaie de créer quand même quelque chose de correct. Donc quand je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était quand même bien, enfin c'était pas mal. Après, il y a eu un gros problème de mafia, la loi des passeurs et des choses comme ça. Et après, c'est toute l'histoire de qui prend en charge, qui fait quoi, qui veut pas, qui est mis, voilà. Et tout le monde est de bonne volonté, mais derrière, il y a besoin il y a besoin de concret. Et ça a fini en incendie. Donc c'est qu'à la base, ils étaient les associations ou même les acteurs, enfin tous les gens là-dedans étaient un peu livrés à eux-mêmes. Même si derrière, la mairie et tout ça essayaient de faire de son mieux, mais c'était pas les seuls décideurs. Il y a des gens au-dessus. Donc là, tu Et parles au niveau administratif et gestion politique publique. oui, voilà. Et en Éthiopie, qu'est-ce qui était différent à ce Bah, niveau-là? en Éthiopie, alors après, mais en Éthiopie, c'est la projection qu'on se fait personnellement, hein. Moi, je suis arrivé, je me suis dit bon, bah, j'arrive dans un pays d'Afrique. Ok, certes, l'Éthiopie se développe économiquement et commence à être un des pays de l'Afrique de l'Est qui se développe le mieux, et on le voit encore ces derniers temps. Quand même dans une région de l'Éthiopie de l'Ouest qui est pas la plus riche et avec des grosses tensions ethniques, avec justement le Sud-Soudan à côté. Et de dire ben il y a un flux qui arrive et tout, les Éthiopiens, la politique éthiopienne dit on les accepte à notre manière, et puis après c'est toujours de gérer avec les gouvernements en place. Alors moi j'étais pas directement en lien avec ça, moi je gérais tout ce qui était autour et tout ce qui était oui, logistique et mise en place, enfin mettre en place tout le matériel, toutes les infrastructures, et en l'occurrence là une vaccine pour que derrière on puisse faire du travail médical pas de pointe mais correct quoi en fait. Et en fait c'était de se dire ben oui c'était ma projection. Alors oui il y a des difficultés, il y a des tensions politiques et tout ça, mais ça reste un pays déjà un peu compliqué niveau ethnique, ça reste pas les mêmes moyens, il y a 15 ONG qui sont sur place, enfin voilà, on le connaît le contexte. Mais là en France on se dit ouais, pourquoi est-ce qu'on a besoin de solliciter les associations qui travaillent là-dedans depuis des années et de dire ben ouais, pourquoi on en est là? Pourquoi on est dans une jungle où on est aussi c'est la Zédie des dunes où il y a ouais, des dunes de sable et les gens ils ont juste des pauvres tentes où ils essaient de créer un semblant de vie avec quelques rues et quelques commerces, et derrière c'est des conditions et puis forcément ben c'est la loi des plus forts et des choses comme ça. Et en même temps quand on arrive jusqu'en France et qu'on part d'Afghanistan ou d'Irak ou même d'Érythrée ou d'Éthiopie, il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Donc ouais, c'était là où c'était dérangeant. On se dit ben, pourquoi on pourrait pas en France les accueillir, essayer de les intégrer, ou dire ben, ou mettre en place des règles claires en disant les gars vous voulez pas, mais voilà. Après c'est un avis personnel et il faut pas non plus se projeter. Voilà. Le but en tout cas c'était d'aider. C'était on a une description de fonction, on part sur une mission, c'est le job qu'on a à faire et après on s'adapte. Mais c'est vrai que le ressenti par rapport à ça pouvait être un peu plus dérangeant en France. Ensuite, au niveau de ton parcours, donc toi, ta formation de base, c'était vraiment un débuté en logistique, plus l'expérience professionnelle que tu avais eue. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais faire de l'humanitaire et dans quelle mesure ces compétences-là et cette expérience-là que tu avais auparavant t'a permis de pouvoir intégrer, j'allais dire rapidement, une ONG, parce que t'as pas attendu trop longtemps avant de pouvoir partir en mission. Oui, donc en fait, à la base, 13 ans d'expérience dans le chauffage, gestionnaire de stock, approvisionnement, tout ça. Et c'est vrai qu'après, ben, voilà, ça te donne une certaine légitimité par rapport oui, à une expérience, à un potentiel professionnel. Et en même temps, comme j'avais dit, ben, je voulais un petit peu. J'aimais bien voyager, je voulais aider et me dire, ben,
Je suis encore jeune, même si j'ai passé la trentaine. J'en ai encore les capacités. J'ai vraiment envie d'aller et de tenter l'aventure, quoi. Tout en me disant, ben voilà, je peux peut-être m'asseoir maintenant je peux justifier une expérience concrète pour pouvoir entrer là-dedans. Et c'est vrai que peut-être 5 ans auparavant, j'aurais peut-être pas pu. Voilà. Et c'est ce qui m'a permis de rentrer, oui, relativement vite, parce que derrière, bah, alors j'ai un profil généraliste, donc c'est-à-dire management d'équipe, gestionnaire de stock, plus tout ce qui est, on appelle ça le supply, donc tout ce qui est approvisionnement. Mais derrière, j'avais aucune compétence technique. Eau, assainissement, zéro, électricité, zéro, construction, rien du tout, architecte, rien du tout, enfin voilà, toutes ces choses-là. Mais en même temps, c'est des profils qui sont recherchés pour gérer justement les techniciens et les personnes sur place, parce qu'il faut quand même savoir qu'on n'est pas sur une mission, on est 10% d'expatriés et 90% c'est des personnels nationaux qui sont eux calés techniquement, des fois plus que nous, beaucoup plus, et qui eux connaissent tous les rouages et tout ça de leur région, de leur ville et de l'endroit où on vient. Donc forcément derrière on va s'appuyer là-dessus et c'est eux qui vont nous dépatouiller, qui vont mettre en place techniquement les infrastructures et les choses en place et nous derrière on est juste voilà, le chef d'orchestre. Ça c'est vraiment... Et c'est comme ça que j'ai pu moi m'intégrer dans l'ONG avec mon expérience précédente. Donc tu intègres Médecins sans frontières, t'as pas de formation spécifique à l'humanitaire. Eux, ils te font une formation avant que tu partes. Alors déjà ils m'ont recruté, j'avais pas de formation spécifique à l'humanitaire, par contre j'avais fait mes petites missions avec l'association, cette mission durant l'été, j'avais quand même géré des groupes et tout ça. J'étais allé voilà, dans des pays qui sont pas forcément, enfin dans la campagne, un peu en brousse et tout ça. Donc voilà, tu gères un budget, tu gères une petite équipe avec les hauts et les bas et tout. Donc voilà, il y avait déjà ça. Il y avait l'expérience professionnelle. Et puis derrière, non, pas de formation spécifique, mais après, MSF te prépare. Une fois qu'ils ont considéré que tu es prêt à partir par rapport à cette expérience, ok, tu rentres dans le pool des logisticiens. Et là, ton parcours professionnel suit en parallèle un parcours de formation. Donc avant de partir, tu fais la préparation au premier départ logistique, que ça peut être médical ou administratif. Et donc ça, tu fais pendant une semaine. Donc tu vas aborder les thématiques électricité, technique, pas technique, tout ça, pour te donner des notions. Tu pars en mission, tu reviens de ta première mission, et là, normalement, suivant un cursus normal, tu vas faire la formation TLB, technique logistique de base, qui est de nouveau sur du technique, un peu plus approfondi, qui reste quand même de la base, mais qui te permet quand même derrière de pouvoir gérer toi une équipe, avoir une certaine légitimité par rapport à des choses que tu aurais pu apprendre, tout en restant quelqu'un de pas spécifiquement technique. Et même un technicien en eau, par exemple, va faire le TLB, technique de base, technique logistique de base, parce qu'il va peut-être rien apprendre sur son domaine spécifique, mais par contre, il va en apprendre sur les 9 autres, quoi. Donc là, tu donnes plein de distinctions entre les différents logisticiens. Ouais. Quels sont les parcours de carrière possibles à Médecins sans frontières? Bah, là, on va vraiment parler pour le coup Ok. de ce que tu connais. La logistique, finalement, on en parle, mais on sait qu'il y a plusieurs domaines. Est-ce que tu peux déjà expliquer un peu tout ça? Alors, ouais. Il y a différentes possibilités de parcours, hein, que tu sois technicien ou pas technicien, le généraliste et tout ça. Mais en gros, quand tu vas partir sur une première mission, on va essayer de te faire partir. Bon, moi j'ai eu la chance de partir en tant que logisticien vaccin, donc quelque chose de spécifique, chaîne de froid, j'ai géré la chaîne de froid des vaccins, montage des sites, gestion enfin voilà, tout ça, un petit peu le chronogramme et tout, euh, pour vraiment que ça puisse se déployer dans les meilleures conditions, avec une responsable logistique qui supervisait tout ça. Mais sinon, en gros, on envoie les premières missions sur des postes de logisticien base, c'est-à-dire base expatriée, donc gérer les maisons d'expat, gérer la base de vie, gérer le bureau, avec gestion des mouvements, gestion des chauffeurs, les, les générateurs, puisque l'électricité est une denrée, l'électricité constante à toutes les heures est une donnée vraiment, enfin c'est très variable suivant les missions, voilà. Et oui, le logisticien base, c'est vraiment pour te donner
pour te faire découvrir la mission, les rouages, te donner une expérience assez simple, qui est assez transversale de tout ça, et derrière te permettra de pouvoir aller faire gestionnaire d'hôpital sur un programme régulier, ou derrière de partir sur une spécialité que tu vas préférer. Il y en a qui font peut-être que de la vaxi, qui vont faire beaucoup de vaxi, qui vont être des spécialistes. Moi j'en ai fait 2. Après voilà, on aurait pu me demander d'en refaire une. Est-ce que j'aurais dit oui, non, parce que tu as toujours le choix. Mais voilà, donc logisticien base, et après tu passes logisticien hôpital, gestionnaire hôpital, et après tu peux monter jusqu'en coordination. Donc en gros, là avec Médecins sans frontières, on est dans un pays, on a une mission sur un lieu précis, sur une ville. Il peut y avoir 3 ou 4 missions dans le pays, sur des villes différentes. Donc ça s'appelle des projets. Et derrière, il y a une coordination en capitale qui va gérer tous les projets du pays et qui va avoir des spécialistes techniques dans chaque domaine au niveau de la capitale. Et par exemple, il y a un coordinateur logistique qui va être le soutien technique du logisticien sur le projet en disant ben voilà, tu as des difficultés pour ça, ben je te conseille ça, ça, ça. C'est pas lui qui va prendre les décisions au niveau du projet lui-même, ça va juste être le soutien technique du professionnel sur place. Moi, c'est mon coordinateur logistique en capitale. Pour un administrateur qui va gérer les finances et les ressources humaines, ça va être le coordinateur ressources humaines et financiers en capitale qui va être son soutien technique. Mais en aucun cas va influer sur les décisions de chaque projet au niveau de la stratégie du projet. Ça, non. Voilà. Et donc quand tu te retrouves responsable d'une équipe sur un hôpital au Yémen, à quoi ça ressemble la vie au jour le jour d'un logisticien qui travaille dans un pays en guerre où il y a des... Ouais, alors déjà la structure en fait de l'équipe logistique, c'était de dire moi donc comme j'avais dit, j'avais 3 superviseurs sous mes ordres. Au total, il y avait une équipe de 60 personnes. Et puis après, c'est de gérer le quotidien. Il faut que les patients soient soignés. Donc pour qu'ils soient soignés, il faut qu'il y ait le matériel qui soit disponible. Donc tout ce qui est médicaments, c'est des importations. Donc on travaille avec les médicaux pour le côté technique, ça c'est pas nous, hein, c'est les médicaux qui décident d'approvisionner tel ou tel produit. Mais par contre, tout ce qui est importation, dédouanement, tout ça, et les conteneurs qui doivent arriver en temps et en heure, et l'administratif qui suit, ça c'est le logisticien supply, donc approvisionnement. Et lui va aussi s'occuper avec son acheteur de gérer les approvisionnements locaux sur le marché, choses comme ça. Donc moi, derrière, je regardais que tout soit fait en temps et en heure, et s'il y avait des difficultés, essayer de discuter avec Djibouti, parce que tout passait par Djibouti, d'essayer d'arranger des choses ou pas, discuter avec le chef de projet de Djibouti, dire voilà, là on a besoin de ça, machin, etc. Mais lui était également en direct, le superviseur logistique à Pro était en direct aussi avec ses collègues. Après, on a un logisticien, un superviseur base, on va dire, sécurité base, donc qui gérait les radio-opérateurs, qui gérait eux les mouvements des chauffeurs, donc il avait aussi l'équipe de chauffeurs, il gérait les gardiens. Il y avait une équipe de plus de 35 gardiens, donc sur des shifts jour et nuit, 6 à 8 personnes par shift, par roulement. On se rend pas trop compte, mais 36 gardiens, tu disais? Donc il y a 36 gardiens au total, après ils ne travaillent pas 24 heures sur 24, oui, 7 jours sur 7, donc il faut les faire tourner. C'est une équipe normale pour un hôpital, Non, ou là il y pas... avait une sécurité renforcée par Voilà. rapport au pays? Par rapport au Yémen, oui, donc on en mettait 3 à l'entrée, au niveau du portail, on en mettait encore 1 ou 2 à l'entrée de l'hôpital. On en avait encore, et puis des dames aussi, hein. Il y avait des messieurs et des dames, vu le contexte religieux et tout ça, c'est pas les mecs qui ont fouillé les dames, et puis même dans d'autres pays ça se fait pas. Enfin voilà, et après il fallait tourner de jour et de nuit. Et donc le logisticien base gérait ça, et tout ce qui était planning de ces gens-là, et ça prend énormément de temps, on se rend pas compte, c'est pas que, faut pas s'imaginer forcément, il y a les bombes qui tombent et tout ça, et des fois à Aden ça décale pendant 3 mois, il se passait rien. Mais après, c'est un vrai hôpital, donc derrière il y a des plannings, ils ont des contrats, ils doivent faire leurs heures, ils doivent avoir leur récup, ils doivent prendre leur congé, et derrière ils doivent connaître leur planning suffisamment à l'avance, parce que sinon ils peuvent aller au RH, aux ressources humaines, dire bah non ça va pas, on gère pas correctement, enfin voilà. Donc toute cette gestion administrative devait être carrée comme n'importe quelle entreprise. Et après, on avait un logisticien, tout ce qui était logisticien hôpital,
qui gérait tout ce qui était partie technique, donc les agents de maintenance, les personnes qui s'occupaient de tout ce qui était hygiène, donc traitement de l'eau, parce que tout ce qui était acheminé, l'eau qui était utilisée dans un hôpital doit être traitée, doit être sans pathogène, donc on ne peut pas contaminer les patients, donc il fallait traiter au chlore, il fallait avoir la quantité d'eau suffisante au cas où on a des coupures d'eau, ce qui était le cas. Le générateur, qui était un gros générateur, donc il fallait l'approvisionnement en fuel, en gasoil et en essence, suivant le type de générateur, suivant les voitures. Et donc ça, c'est aussi en lien avec le logisticien approvisionnement. Et donc ce logisticien technique hôpital gérait tout ça, l'eau, l'électricité, la gestion des déchets, parce qu'un hôpital génère énormément de déchets, donc destruction, selon les critères corrects, on ne jette pas n'importe comment. Enfin, voilà. Et après tout ce qui était électricité, gestion internet, gestion des ordinateurs. Voilà, tout le monde travaille avec un ordinateur, donc on a des accès à internet. Il faut toujours un peu réguler, les gens font un peu ce qu'ils veulent, ils vont sur internet professionnellement et pas professionnellement à côté. Et donc forcément on a une capacité limitée, on est dans un pays où la connexion n'est pas top. Voilà, toutes ces problématiques-là, il devait gérer le superviseur. Et puis moi derrière, je regardais que tout aille bien en donnant les priorités, les gros travaux, il y a des travaux de construction, d'amélioration et des choses comme ça. Et pour avoir une image un peu du contexte, au Yémen, il y a beaucoup de personnes qui sont armées, il y a beaucoup de personnes qui ont des armes, et la règle générale sur les sites Médecins sans frontières, en tout cas même pour d'autres ONG, c'est que personne ne rentre avec une arme. Tu me dis si je me trompe? Tout à fait, c'est très juste. Donc au Yémen, c'est... Alors je sais pas si on le dit vraiment, c'est une arme par habitant. Enfin, en gros, hein, c'est ce qui est dit, mais bon, voilà, c'est pas forcément le cas, mais c'est énormément répandu. Donc, on verra, on se baladera en ville. Enfin, on se balade pas, mais quand on fait des mouvements en ville, il y a des personnes avec des kalachnikovs, et même les personnes qui veulent arriver à l'hôpital voir un proche et tout ça, vont arriver soit avec leur kalachnikov, leur pistolet, leur jambia, qui est le couteau traditionnel qu'ils ont devant le ventre, voilà. Et tout ça, ils arrivent devant le portail et là on les fouille, on récupère leurs armes et ils ne rentreront que s'ils donnent leur arme au gardien qui va être posé dans un casier. Ils vont recevoir un petit coupon, un petit numéro qu'ils vont garder pour pouvoir récupérer leur arme à la sortie. Je sais, ça peut faire rire, mais c'est bien comme ça que ça se passe. Et une personne qui refusera de donner son arme ne rentrera pas dans l'hôpital, tout en sachant que nos gardiens ne sont pas armés. Donc c'est que de la dissuasion par discussion, voilà, parce qu'ils connaissent en même temps, les gens se connaissent. Bon, c'est une grande ville Aden, mais voilà, on connaît l'hôpital MSF, on sait ce qu'il y a. Et on a eu une anecdote à un moment, il y a eu un incident justement, j'étais là depuis 2 jours, et il y a en pleine nuit, enfin à 22h, il y a un gars qui voulait visiter son frère qui venait d'être admis. Il n'a pas voulu laisser sa Kalachnikov à l'entrée, les gardiens ont été fermes, ont refusé qu'il rentre, et puis il a été frustré, il a déchargé son chargeur en l'air à 50 mètres de l'hôpital, quoi. Mais il n'y en a pas beaucoup qui vont faire ça, parce que derrière, ça peut avoir des incidences. On lui a expliqué ensuite à ce gentil monsieur que s'il recommençait, ou même là, il y avait un risque qu'on ferme l'hôpital. Et si on ferme l'hôpital, il y a les 70 familles des 70 patients qui vont venir le voir et qui ne vont pas être trop contents. Donc là, ça l'a un peu refroidi en même temps. Mais c'est des cas extrêmement rares parce qu'on est quand même accepté dans le quartier, dans la ville, on est reconnu. Et derrière, voilà, c'est un travail de tous les instants par le chef de projet qui doit discuter politiquement avec les infrastructures, avec les décideurs locaux, que ce soit les chefs de quartier, les gouverneurs et toutes ces personnes-là que je n'ai pas côtoyé moi, mais ils discutent tout le temps avec eux et c'est vraiment une acceptation. MSF il me semble pas que Médecins sans frontières va aller dans un pays s'il n'est pas... Enfin, si on ne les accepte pas, on ne va pas dire à bras ouverts, mais s'il n'y a pas des négociations correctes qui ont été définies. Et de toute façon, c'est trop risqué pour les expatriés ou pour les personnels nationaux de se retrouver dans des contextes comme ça. Donc de toute façon, on a le soutien des autorités locales qui vont appuyer. Quand on a un problème avec des fauteurs de troubles ou des choses comme ça, on va en référer
aux instances, et puis derrière ils vont pouvoir des fois mettre de la pression pour dire non mais là celui-là on va s'en occuper, vous en faites pas, il va plus vous causer de problème. Après bon, on espère que ça se passe pas, que ça se passe dans des conditions correctes, mais d'un autre côté nous on peut pas se permettre d'avoir des gars qui viennent qui foutent le bordel, hein, clairement. Dans un hôpital, déjà le contexte est compliqué à l'extérieur, donc on va pas s'amuser à voir ça à l'intérieur. Néanmoins, on a bien conscience que c'est une anecdote et que c'est un événement exceptionnel. Oui. Tu racontes quand même que le type décharge son chargeur comme si c'était normal. Ah oui, bah parce il était frustré, et puis parce que les gens se trimballent en armes là-bas, voilà. Après, tirer en l'air, c'est une certaine frustration, comme ils pourraient tirer en l'air pendant les mariages. Ils déchargent aussi leur Kalachnikov pendant un mariage pour exprimer leur joie. C'est comme ça, c'est la culture, faut pas le voir d'une façon. Alors oui, certains pourraient dire, ah mon Dieu, c'est quoi ces manières, c'est quoi ces choses-là? Bah oui, mais c'est des années que ça fait comme ça, c'est pas le seul pays où c'est comme ça, et voilà, on est d'accord. Et puis les médecins là-bas sur place se battent énormément auprès de leurs proches pour leur faire comprendre les dangers qu'il peut y avoir, parce qu'une balle elle monte mais elle va redescendre. Et voilà, et on sait pas où. Mais derrière, c'est juste de dire, ben oui, c'est dans les mœurs, et puis voilà, les armes sont en libre circulation quasiment. Enfin voilà, il y a des appros, je sais pas de où, de quoi, mais derrière, il y en a énormément. Et puis on y arrive dans un tel contexte où chacun défend son morceau de pain. Donc moi je te montre que j'ai une arme, si l'autre il en a pas, bah, il se retrouve un peu sans rien. C'est comme aux États-Unis, hein, on va dire, hein. C'est chacun a son arme pour se défendre, pour, euh, pour étendre la protection de la police jusqu'à soi-même, hein. Donc voilà. Et donc ce que tu racontes, les fameux tirs pendant les mariages, les tirs joyeux, happy Mhm. shooting Et happy en shooting, anglais, ouais, ouais. ça veut dire quand même que toi sur place tu travailles à l'hôpital et tu vis à la base, mais ça veut dire que potentiellement tu vas entendre régulièrement en soirée, sur des week-ends, des tirs de Kalachnikov un peu en bruit de fond et quoi, tu finis par t'habituer à ça? Oui, tu finis par t'habituer, parce que quand t'as jamais connu ça et que t'arrives et que et que tu te balades dans la cour et que t'entends un ou deux tirs, tu commences à, ok, qu'est-ce que c'est? Quand t'entends la salve de tir au bout de 2 jours, tu fais, ok, là, ça, c'est assez impressionnant, et t'es pas forcément prêt à vivre ça tous les jours. Et puis après, ça se calme, hein. Ça, c'était un incident au bout de 2 jours, voilà, ça s'est pas reproduit les 3 mois suivants. Euh, Tu t'y habitues. Et puis après, tu te cales sur le ressenti de tes collègues nationaux, qui eux savent si c'est quelque chose de dangereux ou de pas dangereux. Et si tu vois que eux ne bougent pas, et même des fois, enfin, pas on rigole, mais te regarde et t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, t'es rassuré, parce que eux savent très bien s'il y a un problème ou pas. À 99%. Voilà. Et de toute façon, on a des règles strictes. On ne sortait pas de l'hôpital comme ça. Quand il y avait des incidents sécu dans la ville, on ne sortait pas. On avait quand même des très bons moments où on a pu sortir. Bon, allez, moi, je suis quand même resté près d'un mois, plus d'un mois à l'hôpital sans sortir. Mais au bout d'un moment, on dit, bon, bah, ça va, vous pouvez sortir, vous pouvez aller à la plage, vous pouvez faire ceci, vous pouvez vous balader. Et c'est des endroits magnifiques. Alors oui, c'est à moitié détruit, il y a eu la guerre. Mais derrière, on découvre les gens sur place, on va au marché, on va à la plage, on passe de très bons moments, et ça fait un bien fou. Et découvrir les populations sur place, c'est des gens comme toi et moi, et il n'y a rien de meilleur. Mais bon, voilà, ils se baladent, certains se baladent avec des armes. Voilà, c'est comme ça. C'est leur façon de vivre. Et d'un point de vue Voilà. plus politique, euh, t'es pas du tout obligé de répondre à cette question-là. Et Ouais, puis, ouais. c'est pas en tant que Médecins Sans Frontières, pour le coup, que je pose la question, c'est vraiment en tant que toi, Geoffrey. Le fait d'être français au Yémen, alors qu'il y a une grosse répression, on le sait, de la part de l'Arabie Saoudite, qui est en partie financée, en tout cas, pas financée, mais armée par des industriels français. Est-ce que c'est quelque chose que tu as perçu sur place, auquel tu as pensé? Alors moi, quand j'y étais, c'était quand même il y a 1 an et demi. Cette question-là ne venait pas encore. Enfin, on faisait pas encore le lien, en fait. C'était pas dans la même temporalité. C'est plus arrivé il y a 6 mois, un an,
quand ça commençait à monter au créneau et dire non, on n'envoie pas des bateaux parce qu'on finance l'Arabie Saoudite pour tuer les Yéménites, enfin voilà. On n'était pas forcément dans le même. Et puis une fois que tu es là-bas, clairement, tu fais ton job et tu es plus à vivre ta vie, à essayer de te protéger mentalement, enfin physiquement, on est protégé, hein, voilà. Mais à te dire, moi je fais mon travail, et puis tu côtoies tellement de personnes dans l'hôpital, on était quand même que 12 expatriés pour 300 staffs nationaux, 300 personnels nationaux, donc t'en as du monde et tout, et tu vis plus comme ton travail. Et tu penses pas forcément à ces choses-là, parce que c'est pas pour ça que tu es venu en fait. Et pour revenir jusqu'à ce que je disais par rapport à oui, ils ont une arme, c'est comme ça et tout ça, oui, c'est comme ça, enfin ils sont contraints et forcés aussi, hein. C'est pas par plaisir aussi qu'ils ont une arme. Ah, tu fais C'est bien pour de bien, préciser. ouais, Ouais. c'est pour être clair. Et c'est tout un contexte depuis des années, des dizaines d'années qui ont fait que ça s'est installé comme ça. C'était pas comme ça il y a 30 ans. Aden n'était pas comme il est maintenant. Et voilà, et c'est, je pense, tout un contexte économique, politique, mondial qui a fait que le Yémen et d'autres pays se retrouvent dans des situations comme ça. Et nous, c'est pas à nous d'en juger, donc nous, on vient, on s'adapte, voilà, et ils ont des armes, pas des armes. Nous, l'important, c'est qu'on soit protégés, que eux soient protégés, qu'on les protège, qu'ils nous protègent, et qu'on les aide, et que ça se passe bien. Et qu'il y ait un respect entre les personnes. Voilà. Après, oui, le contexte en lui-même, il est compliqué, et c'est vrai qu'on pourrait des fois se dire, mais c'est pas normal, on vend des armes, ou quoi que ce soit. Mais à un moment, on ne peut pas tout solutionner, on n'est pas des sauveurs ou des choses comme ça, on vient là pour faire notre job. Moi, je suis un logisticien, je vais faire mon job de logisticien, je ne vais jamais dire à un médecin ce qu'il aura à faire. Et inversement. Et c'est là où on garde chacun notre distance par rapport à ce qu'on fait, parce on est des professionnels du domaine et on apporte à un autre notre expertise. Un médecin on lui dit non, mais là on te conseille ça parce que ça risque de... Ok, il va dire oui, très bien. Et d'un autre côté, et c'est là où on crée une cohésion d'équipe entre les différentes disciplines. Et c'est ça qui est hyper important pour justement faire du très bon travail. Donc au final, juste pour clôturer un peu là-dessus, quand toi tu pars sur une mission ou sur un contexte particulier dans un pays, euh, toi c'est ce que tu disais, tu te mets dans ton travail et la vision un peu plus politique, tu la mets de côté, quoi, le temps de la mission, ça te travaille des fois. Est-ce que tu te dis que des fois il y a des légitimités à intervenir à un endroit, pas à un autre? Est-ce que des fois il y a des cas de conscience? Alors je pense qu'il y en a, moi j'en ai jamais eu. Alors j'ai eu ces sentiments de mal-être ou je sais pas dans les camps dans le nord où forcément En France? ouais, en France où tu te projettes en tant que Français et tu te dis ouais mais là on fait quoi là il se passe quoi et ça monte un peu et c'est vrai que j'aurais pu prolonger d'un ou deux mois pour fermer notre mission à Calais vu que la jungle avait été démantelée. J'ai refusé, j'ai dit ben vous envoyez quelqu'un d'autre parce que je ne veux pas fermer un deuxième projet, j'avais déjà fermé Grande Sainte 3 mois avant et je voulais pas et à un moment j'en avais marre. J'ai dit ça suffit et à un moment il faut aussi savoir dire stop quand on prend une position. Bon, j'avais rempli mon contrat, j'avais fait mes 6 mois, hein, mais on m'a demandé de prolonger, on m'avait demandé aussi sur d'autres missions de prolonger. J'ai rarement dit oui, je crois que j'ai jamais dit oui en fait. Parce qu'à un moment j'ai dit ça suffit, c'est bon, j'ai fait mon job et on peut envoyer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est un peu plus frais, qui peut reprendre le relais. Voilà. Après, on m'avait proposé de rester au Yémen par exemple. Euh, j'ai, j'ai refusé pour des raisons personnelles, mais je serais bien resté si j'avais pu. Mais on est d'accord. Après au Yémen, non, c'était. De toute façon, on ne peut pas faire grand chose. On vient, ouais, on fait son job et tout. Mais ouais, c'était le nord de la France où là, il y a eu des questionnements par rapport à toute cette politique et tout cet accueil qu'on ne fait pas, qu'on fait plus ou moins. Voilà. Super. On revient rapidement sur les formations. C'est vrai que Mhm. on entend beaucoup de choses sur l'humanitaire. On a pas mal de préjugés. Toi, avec les équipes avec qui tu as travaillé, tes collègues, etc., globalement, est-ce que tu as l'impression que ton parcours à toi était une référence, un modèle? C'était un petit peu le même parcours que tout le monde? Ou chacun a un parcours complètement différent ou il y a un parcours type des fois de l'humanitaire? Bah, il y a un parcours, ouais, on va dire, il y a un parcours type. Tu arrives, par rapport à quoi? Au parcours professionnel ou aux formations dans l'humanitaire? Formation inclus.
Alors, en gros, oui, comme j'avais pu dire, il y a le logisticien base. Après, tu peux partir sur un programme en tant que responsable d'un hôpital. Tu es sur un programme régulier, tu fais peut-être une petite urgence ou comme ça. Et puis après, tu peux monter, si tu es quelqu'un de pas trop technique, tu peux monter en coordination. Enfin, ou si technique aussi, hein, voilà. Et après, si tu as une spécificité très technique, bah, tu vas peut-être faire technicien volant. Tu vas être un mécanicien volant et tu vas aller sur différents pays en Afrique de l'Ouest, par exemple, et tu vas superviser les mécanos sur les projets ou des choses comme ça. Après, moi, j'ai eu un parcours un peu atypique. J'ai commencé avec une VAXI, je suis allé ensuite dans un hôpital dans un programme régulier, je suis reparti en VAXI, je suis allé dans le nord de la France, je suis ensuite resté en France et je suis allé au centre de formation pour en finale, sur ma 6e mission, finir sur une mission dite pas modèle, mais vraiment la mission comme on l'entend chez Médecins Sans Frontières, programme régulier, grosse mission, gestionnaire hôpital, logisticien, voilà. C'est vrai que je l'ai fait au bout de ma 6e. Je suis un peu parti un peu dans tous les sens, mais en même temps c'était assez intéressant. Et au niveau formation, bah oui, tu commences, alors MSF spécifiquement, tu commences avec ta préparation au premier départ, tu reviens avec ta technique logistique, tu repars et tu peux faire un vaccination, nutrition ou autre chose qui est quelque chose de pluridisciplinaire, hein. Tu te retrouves logisticien, médecin, infirmier et puis enfin, infirmier administrateur, et puis après tu as d'autres formations plus spécifiques. Moi j'ai fait un peu l'inverse, j'ai fait préparation premier départ, ensuite j'ai fait formation gestion hospitalière parce que je partais au Mali, et ensuite j'ai seulement fait au bout de ma 4e mission les techniques logistiques de base, alors que justement la gestion hospitalière je l'avais fait au bout de ma 2e mission, alors que tu l'as fait au bout de la 3e ou la 4e, enfin voilà. Il n'y a rien de tracé, c'est suivant. Et puis c'est suivant où on va t'envoyer, on va dire, bon, ben, on va encore te placer sur la formation là parce que ça peut te servir sur ta mission qui va arriver dans les 2 3 prochaines semaines. Donc ouais. Ok. Et donc là, toi, aujourd'hui, quoi, t'en as marre, t'as envie de passer à autre chose, c'est pour ça que t'as fait ton master ou c'est pour toi la continuité de ton parcours? Bah, c'est un peu, c'est pas, on va pas dire marre, c'est que je me projette, moi il y a des choses qui me tiennent à cœur, c'est le développement durable et protection, ouais, environnement et tout ça. Après, je vais essayer d'aller là-dedans. Et je, après MSF, c'est pas, ça, tu sacrifies pas, mais tu mets quand même des choses de côté quand tu pars en mission. Une vie privée, pas forcément facile. Euh, Tu mets un peu en suspens ta vie ici, en fait, en France ou dans un autre pays. Alors c'est sympa à un moment, moi j'ai 38 ans. Pour un mec de 25 ans, ça peut s'entendre plus facilement. Pour un mec de... Quand j'ai commencé, j'avais 33-34. Ouais, ça se fait aussi, mais c'est pas donné à tout le monde. Après, il y en a, ils peuvent partir 6 mois sans voir leur famille. Chacun fait comme il peut, mais c'est pas forcément facile. Ou d'autres personnes qui ont plus de la cinquantaine ou de la soixantaine, qui ont des enfants déjà grands et qui disent bon bah moi j'ai envie de me redonner un petit coup de boost et tout ça, je suis compétent là-dedans. Après, on va pas pour comme ça, c'est pas des vacances, hein. Donc on sera toujours évalué professionnellement, psychologiquement oui, mais enfin en capacité de le faire ou pas. Et après, si on a la motivation d'autant plus, ben, ça va aider. Ça, c'est un point intéressant que tu ouvres. C'est quelque chose que j'ai pas encore abordé au travers des podcasts. Une question qu'on m'a déjà posée. T'es payé quand tu pars en mission? Alors oui, la question, ouais. Donc en fait, avec Médecins Sans Frontières, enfin même une ONG en France, le statut en France, en fait, en humanitaire, enfin en humanitaire, oui, tu as 3 statuts. Bénévolat, volontariat, salariat. Donc quand tu pars et que tu pars avec une association, et là j'aime pas dire humanitaire, et peut-être on en reviendra après, euh, tu pars en tant que bénévole, tu vas sur un pays, tu vas aider dans un orphelinat, tu vas aider sur des travaux, tu fais ça pendant 2 semaines, 3 semaines, un mois. Bah tu payes ton voyage, tu payes sur place parce qu'il n'y a pas forcément de financement. Ça s'appelle du bénévolat. Donc là, toi, tu finances tes trucs. Alors après, sur place, tu es nourri, logé, mais je pense que c'est toi qui as financé derrière. Ensuite, tu as le volontariat humanitaire. Et c'est là que, quand tu commences avec MSF en France, tu dois passer par 12 mois. Ça dépend. Après, moi, j'ai eu le droit à une petite remise, on va dire, vu que j'avais fait un peu de voyage humanitaire avant, avec une association. J'avais fait 3 mois, en gros. On m'a dit, bon, on coupe la poire en deux. Il y a 1 mois et demi que vous n'avez pas besoin de faire en volontariat, vu que vous avez déjà de l'expérience.
Donc on vous demandera de faire 10 mois et demi de volontariat et après on vous passera en contrat normal. Donc en gros, tu signes un contrat de volontariat qui est comme un contrat CDD en gros sur la durée de ta mission et tu as une indemnité de volontariat qui est actuellement sur l'État français, je crois, 1100 ou 1150 et Euros par mois. euros par mois. Donc c'est versé sur ton compte et sur place, de toute façon, quand tu es en mission, tu es nourri, logé, blanchi. Et avec le statut de volontariat, tu cotises à la retraite, mais tu ne cotises pas au chômage. Donc quand tu rentres de ta mission, ton contrat s'arrête et tu n'as pas droit aux indemnités chômage. Par contre, au bout de 10 mois et demi, même si tu es en mission, hein, tu as passé tes 10 mois et demi de mission, et par exemple, tu es au bout de 3 mois en mission sur ta deuxième ou troisième mission, on te dit, bon, bah là, il faut qu'on te change le statut de ton contrat, on te passe en CDD, tu es salarié, sur un contrat CDD, tu cotises à la retraite, tu cotises au chômage, et puis c'est les mêmes statuts que sur place, donc tu payes pas ta bouffe, tu es nourri, logé, enfin voilà, et blanchi, et on te vire l'argent sur ton compte en banque en France. Voilà. Et c'est quoi la grille de salaire pour... Ça dépend. Bah, c'est par rapport aux fonctions, hein. On est clairement sur des. Ça va des niveaux. Les niveaux 2, c'est un cuisinier, mais ça c'est des personnels sur place. On va pas faire venir un cuisinier de France pour l'emmener au Yémen. Il y a assez de personnes sur place qui cherchent du travail. Voilà. On est sur des. On va monter du niveau 2 au niveau 15, il me semble. Et donc, en tant que logisticien expatrié sur un hôpital, tu peux monter niveau 10 ou 11, il me semble. Voilà, donc tu as un statut cadre, hein. Et après, le chef de mission. Donc, le chef de mission, c'est le responsable des missions sur un pays. Donc, c'est celui qui coordonne tous les projets d'un pays, donc 3 ou 4. Bah, lui, il est à niveau 15. Et un coordinateur de projet sur un projet spécifique dans un pays, il a niveau 12 ou 13, je crois. Et tu sais à quoi ça correspond en revenu? Ah non, ça. Et puis ça dépend, ça sera indexé par rapport au pays. Ce sera indexé par rapport. Il y a des grilles salariales MSF, mais ça, je les connais pas par cœur. Voilà, en gros, moi, quand je partais. En gros, t'es bien payé, mais t'as pas un salaire mirobolant non plus, quoi. Quand tu pars en tant que logisticien projet, t'as 1500 net, 1600 net. Pour un provincial, ça va. Pour un parisien, c'est pas facile, je pense. Voilà. Moi, je m'en sortais puisque j'habite dans l'est de la France. Mais si tu es une personne à Paris qui a un appartement ou chose comme ça et que tu dois revenir, les personnes qui vivent dans l'humanitaire, soit ils repartent souvent et ils n'ont pas forcément de chez eux, soit ils se débrouillent comme moi et ils sous-louent leur appartement, quoi. Ou après, il y a les fonctions médicales qui peuvent prendre, qui font des fois des pauses plus grandes ou qui décident de partir 6 mois et après qui retravaillent pendant 2 ans, qui repartent machin. C'est beaucoup plus flexible au niveau du médical, il me semble, qu'un logisticien où là, ben, tu abandonnes ton travail en France, hein, clairement. Et tu te lances à 100%. Ok. Et ce rythme-là, il est un peu fatigant. Tu disais qu'à chaque fois, il fallait avoir... Enfin, toi, tu parlais de 2 mois, à chaque fois en justifiant que c'était nécessaire. Tout le monde le fait, ces 2 mois de break ou, Tout le monde ne le fait pas. C'est des fois un peu dommage. Il y a des gens, je pense, qui cumulent de la fatigue et qui reviennent. Alors, des fois, ils sont hyper motivés et puis ça va et ça se passe bien. Mais bon, on voit quand même des choses et puis on a toujours besoin de prendre un certain recul par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à l'énergie qu'on a mis dans le travail. Et comme on disait, et j'avais une formation là il n'y a pas longtemps, il me semble que la cellule psychologique MSF disait bah ouais, 2 3 mois c'est bien quoi. Après on peut pas obliger les gens. Et après il y a des besoins, je veux dire, si on a besoin d'un gars spécifique qui est là et il y a une mission à faire tourner et tout, ben ouais on va le prendre, hein. On va pas à chaque fois dire ben non on peut pas, il faut qu'il fasse ces 2 mois. Et c'est là toute la complexité en fait des personnes disponibles, des compétences disponibles et puis des besoins sur les missions. Et puis après, il y a des gens qui partent justement des fois plus tôt parce qu'ils ont besoin, parce qu'ils ont un problème de santé, parce que ceci, eh ben, il faut les remplacer. Alors est-ce qu'il vaut mieux le remplacer rapidement avec quelqu'un qui n'a pas forcément le profil adéquat ou est-ce que on préfère laisser les gens sur place un petit peu plus se débrouiller petit peu plus longtemps, quitte à tirer un peu trop sur la ficelle et après on fait venir un gars qui va arriver, qui va retrouver des gens fatigués et tout. Et puis c'est voilà. Donc c'est tout un truc, mais en tout cas, moi personnellement,
j'essayais de me prendre mes 2-3 mois, je le faisais de façon calme, posée, et pour repartir vraiment motivé, et je prenais une mission après l'autre en fait. Et voilà, et j'avais pu travailler avant, donc j'avais pu mettre de l'argent de côté, donc on va dire que j'étais pas un mois près au niveau du salaire, comme ça peut des fois être le cas. Voilà. Et tout à l'heure, je t'ai coupé parce que tu parlais donc de ton master Oui. RSE. Tu disais que le développement durable, c'était quelque chose qui t'intéressait. Ouais. J'ai une question un peu piège. Est-ce que les missions humanitaires, c'est un exemple pour le développement durable? Alors, ça dépend lesquels. Alors, dans le médical d'urgence, on peut faire des choses au niveau du développement durable sur place. Après, il faut toujours se dire que les moyens sont limités, hein. On va pas dans des endroits où tout va bien, où tout est à disposition. Alors, on peut toujours revenir sur ces histoires de contexte de guerre, mais il y a d'autres contextes qui sont compliqués. Il y a des pays, des endroits reculés, des pays où il y a certains matériaux qui sont pas disponibles, où on prend ce qu'on a, et puis à un moment, on est une ONG médicale d'urgence, donc on doit faire le job. Et c'est clair que MSF privilégie le médical d'urgence selon les critères médicaux spécifiques. Donc voilà, on soigne avec des médicaments qu'on approvisionne par des laboratoires, on vaccine avec des vaccins, pas n'importe quoi. Donc derrière, ça engendre, oui, des déchets, des choses comme ça. On fait venir des importations de l'autre bout du monde. On a des grosses gestions de stock et tout. On a des mouvements d'expat, en veux-tu, en voilà. Mais en même temps, c'est le, c'est le mal nécessaire, on va pas dire mal, mais c'est obligatoire de faire ça, de passer par ça. Parce qu'il faut avoir une certaine maîtrise des projets, et on ne peut pas laisser un projet, je veux dire, quand MSF doit partir d'un pays et doit laisser les personnels nationaux se débrouiller seuls, c'est pas facile pour les personnels nationaux, et c'est pas facile pour MSF parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Après, il y a de la corruption qui va venir, il y a des pressions des gouvernements ou je sais pas quoi, et puis après, un contexte de guerre où il peut y avoir un pillage ou je sais pas. Et puis derrière, c'est des euros, des milliers d'euros qui ont été investis. Donc il faut aussi justifier, on est quand même, enfin MSF, moi j'en fais plus trop partie, mais quand même un pied dedans. C'est quand même une ONG qui fonctionne à 90% avec des dons privés. Donc c'est n'importe qui, et la petite retraitée qui va donner peut-être 10 euros par mois de sa petite retraite et qui va dire bah, j'espère que mes 10 euros sont bien utilisés. À un moment, on doit quand même essayer de faire attention à l'argent qui est investi. Alors des fois c'est des grosses sommes et des fois oui, ben, il y a des pertes, on est d'accord, hein, mais on n'est pas parfait. Mais c'est toujours de trouver ce juste milieu entre l'argent et entre ce qui est fait sur place. Et donc le développement durable, oui, on pourrait, et on essaye, mais c'est pas facile. Et puis derrière, ben, il faut faire les actions, il faut soigner les gens, et donc ben, derrière, on s'assoit des fois un peu sur certaines choses. Mais pas sur des choses qui... On va jamais engendrer plus de dommages collatéraux que ce qu'on va pouvoir faire de bien sur place. Donc la gestion des déchets, on va toujours faire attention que ce soit bien géré. Même si c'est un peu des méthodes, on encapsule, ouais, ben on incinère, on brise le verre, on le met dans une fosse bétonnée, et puis derrière on coupe du béton dedans. Voilà, personne ne va pouvoir se blesser dessus, mais bon, c'est pas non plus super durable comme truc. Mais bon, Parce que le souci, c'est que, quoi, en France, idéalement, on incinère tous ces déchets-là. ben on incinère. Alors, et MSF fait des efforts là-dessus parce qu'il met en place sur les gros projets des gros incinérateurs maintenant qui peuvent tout prendre et qui vont monter à plus de 1000 degrés, il me semble, et qui va vraiment pouvoir tout brûler, même le verre, ce qui n'est pas possible à certaines températures. Et donc là derrière, et avec un rejet de fumée qui est vraiment minime et pas toxique. Donc c'est franchement, là il y a de la recherche et développement aussi de ce côté-là. Voilà. Après on aura toujours des mouvements de bagnole, on aura toujours des gens qui vont venir repartir et tout ça. Voilà, au niveau du gasoil consommé, voilà, c'est beaucoup, mais c'est nécessaire. On ne peut pas faire tourner un hôpital si on n'a pas d'électricité. Donc il nous faut un générateur en backup derrière. Donc il nous faut du gasoil. C'est Et logique. quand on parle de développement durable, il y a à la fois la notion environnementale et écologique que tu viens d'aborder, avec tout ce qui est gestion des déchets, entre autres, parce que c'est ce à quoi on pense, et transport. Développement durable, il y a aussi la notion sociale, c'est-à-dire le bien-être des personnes.
Et il y a également la notion économique, c'est-à-dire stabilité économique du système. Est-ce qu'on peut considérer, bon, je fais exprès, hein, c'est Ouais, toujours une question un peu piège, quoi, c'est mais normal. est-ce qu'on peut considérer qu'une association qui vit sur la base de dons a un modèle économique pérenne, et est-ce qu'on peut considérer qu'une association qui envoie des personnes à l'étranger et qui Ouais. parfois sont mis un peu à rude épreuve, est-ce qu'on peut considérer aussi qu'à ce niveau-là, c'est l'idéal au niveau social? Alors, tu gardes ton idée en tête, je fais ta question en tête, parce que je vais juste rebondir sur l'écologie. Vas-y. Il y a aussi du développement au niveau de panneaux solaires sur les missions. Pas qu'utiliser du gasoil, ben, on développe à Haïti par exemple, il me semble qu'il y a un hôpital qui est totalement, le toit est totalement géré, enfin ils ont mis des panneaux solaires donc pour une autonomie en électricité. Enfin voilà, ça se développe, ça se met vraiment en place et c'est voilà, quand on peut. Après à Aden on n'en mettra pas vu qu'il y a il y a des fois des retours de balles perdues, donc on va pas péter les panneaux, mais bon, après il y en a pas beaucoup dans l'hôpital, mais voilà. Mais sinon, pour revenir à cet aspect social, ben oui, ok, on vit de dons, mais derrière, les systèmes de santé, les systèmes politiques, économiques dans ces pays-là, ce sont quasiment à plat. Donc derrière, on a une population qui est en difficulté, on a des gens qui cherchent du travail, et comme j'avais dit, on est 10% d'expatriés qui allons sur le terrain, et il y a 90% c'est des personnels nationaux. Donc on donne du travail. Si on prend l'hôpital d'Aden, il y a 300 staffs, on était 12 expats, il y avait 300 staffs à qui on donnait un contrat CDD ou CDI avec un salaire à plus de 30% au-dessus du salaire moyen de la profession dans le pays. Voilà, quelque chose de constant. Donc pour avoir une vie de famille stable et tout ça, donc je pense que les dons derrière se justifient. Après, on est d'accord, on chante le système économique et l'autonomie politique et de gestion du pays, mais en même temps, le système, il est par terre. Donc, autant donner encore, enfin, permettre à ces gens-là de vivre correctement, de se remonter économiquement, et puis c'est par les gens justement que peut-être un pays va pouvoir se reconstruire derrière quand il sera plus stable politiquement. Donc ouais, moi je pense que c'est super important. Après, on est d'accord, on n'est pas sur du colonialisme, surtout pas. Pas comme certaines petites associations ont pu le faire ou comme l'humanitaire a pu le vendre il y a quelques années avant. Là, on est vraiment sur. Et puis, on a des vraies gestions RH, enfin voilà, on a Bah, des vrais contrats. c'est intéressant. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, peut illustrer le fait qu'on n'est plus dans ce néocolonialisme? Bah parce qu'il y a des personnes qui vont commencer en tant que personnels nationaux, qui vont être un infirmier ou je sais pas, hein, voilà, ou même un chirurgien, parce que, juste pour exemple, tous les chirurgiens de l'hôpital d'Aden étaient des Yéménites, hein. Voilà, il n'y a pas de chirurgien français qui venait. Il y en a peut-être qui venaient pour faire des formations spécifiques, mais les mecs qui opèrent les gars sur place, ce sont des personnels diplômés du Yémen, qui sont peut-être allés en Angleterre, en Inde ou je sais pas où, mais qui sont diplômés et qui opèrent leurs semblables, quoi. Enfin voilà. Et derrière, en quoi on n'est pas, ben, c'est que ces personnels-là vont monter en grade des fois, et puis après vont partir pour l'expatriation. Et on va se retrouver avec, moi personnellement, j'avais mon chef de projet, c'était un Soudanais qui a bossé avec MSF pendant 15 ans et qui était mon responsable au Yémen. Et à la base, c'était un infirmier au départ. Donc il y a des parcours professionnels qui font que ces gens-là ben, ont une opportunité de grandir et on n'est pas sur du. C'est pas toujours le blanc qui est au-dessus et le. Je caricature exprès, hein, mais voilà. Et on est tous à la même enseigne et on est tous compétents autant les uns que les autres, quoi. Et c'est l'expérience qui fait ça, c'est la formation et c'est la capacité personnelle qui fait qu'une personne arrivera ou n'arrivera pas. Et on a tous nos chances. Et c'est ça qui est intéressant. Une dernière question. Si tu devais donner un conseiller à quelqu'un qui écoute le podcast et qui veut se lancer dans l'humanitaire, Alors déjà, ouais, moi j'ai eu un parcours, ça s'est construit longtemps. Ça s'est construit d'année en année. J'ai eu une expérience professionnelle. Alors, soit c'est des personnes jeunes et qui veulent se lancer, donc il faut faire une formation spécifique. Donc là, tu pourras peut-être mieux en parler que moi, mais il y a Bioforce ou des choses comme ça. Soit c'est des personnes qui ont une compétence professionnelle spécifique
techniques ou pas, et qui vont pouvoir se lancer dedans. Mais il faut toujours se dire que l'humanitaire, enfin moi je le prends comme ça reste quelque chose de professionnel par rapport à un critère, oui, professionnel spécifique. Et c'est pas un voyage du volontariat humanitaire, comme on peut l'appeler, où on va aider un petit peu ceci, un petit peu cela. Ça, c'est quelque chose de complètement différent. Donc il faut vraiment bien se positionner si on veut se lancer dans l'humanitaire, se dire j'ai quoi comme compétences techniques, comme compétences professionnelles, où je peux derrière justifier de mon aide et de mon intégration dans une ONG. Et c'est là où des fois des gens croient que voilà, parce qu'ils ont ceci, cela, ils pourraient. Non. Après, il faut regarder. Après, il n'y a pas que l'humanitaire d'urgence médicale. Il y a la protection de la nature, il y a plein d'autres choses, quoi. Mais derrière, c'est avant tout des professionnels qui sont recherchés. C'est plus comme il y a 30 ans où c'était les baroudeurs qui partaient, qui bidouillaient et tout. Il en faut toujours, hein, et voilà. Mais les ONG cherchent des professionnels de domaines spécifiques. J'entends souvent dire que l'humanitaire, c'est pas une profession, c'est un contexte dans lequel tu transposes effectivement tes compétences. Oui, mais ouais, après un contexte, ouais. Par exemple, personnellement, moi j'ai eu une expérience proche là où ça s'est pas trop bien passé dans ma reprise d'études avec une certaine personne. Ben, c'était des fois plus problématique que de se retrouver dans un pays où des fois où tu pouvais entendre des tirs de Kalachnikov. Donc après, c'est très personnel, c'est très subjectif. Et non, il faut déjà on peut s'adapter tous. Après, il faut être prêt à s'adapter aussi, personnellement, au contexte. Mais déjà, c'est être professionnellement euh, qualifié pour le job. Super. Ça te va si c'est le mot de la fin? Ça me va. Merci. Geoffrey, merci beaucoup. Merci à toi. Et bonne continuation. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périplehumanitaire.com. Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre-temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.